Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Une baisse de plus de 50% des approvisionnements des boutiques ML. Les mécanismes relatifs aux procédures de surveillance et d'inspection des bateaux de pêche, c'est l'objet d'un atelier de sensibilisation aujourd'hui. ACMI revendique l'attaque de 2 hôtels à l'est d'Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'intellectuel, poète, essayiste, homme politique et diplomate, Ahmed Baba Ould Ahmed Miske, nous a quittés. Né en 1932 à Chinguitti, Ahmed Baba Ould Ahmed Miske entre à l'école moderne, va à Dakar pour y suivre des études supérieures. Il intègre très tôt le mouvement nationaliste indépendantiste de la Nahda. Suite à un différend avec les autorités de l'époque, il s'exile avant de rejoindre le Front Polisario et d'épouser la cause sahraoui. Il revient en Mauritanie dès les années 80, mais sans s'y installer. Il s'essaye dans les affaires dans les années 90 et 2000 et revient rapidement à la politique au lendemain du coup d'État de 2005. Il renoue avec ses anciens amours de la gauche, auteur de lettres ouvertes aux élites du tiers-monde et plus récemment de la décolonisation de l'Afrique. Revisité, les cercles littéraires retiennent surtout son Al-Wassit, un tableau de la Mauritanie du XXe siècle. Écrit en 1970, il s'agit d'un commentaire libre du fameux Wassit de Mohamed Emin Chinguitti. La direction de Sahel TV et l'ensemble de son personnel présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux amis et compagnons de Ahmed Baba Ould Ahmed Miske et prie Allah le miséricordieux de l'accueillir en son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le programme ML, le pilier de la politique nationale du gouvernement du président Mohamed Ould Abdelaziz, semble se souffler. En tout cas, on constate une baisse de plus de 50% des approvisionnements des boutiques en denrées de première nécessité. Un compte rendu de Mohamed Lemine Seyidi. Au début, c'était un programme d'urgence qui visait à atténuer les effets de la sécheresse aiguë de 2011. Puis ce fut le programme ML 2012 qui mobilisa 45 milliards pour venir en aide aux populations démunies et très affectées par cette sécheresse et par les conséquences des programmes imposés par les institutions financières internationales dont le souci premier est l'équilibre macroéconomique qui donne l'impression que la situation est sous contrôle. ML est devenu très rapidement le programme par lequel le gouvernement mauritanien touche directement la population, influant positivement sur le coût de la vie en atténuant la misère ici et là. Pendant des années, le programme a servi les populations. Partout en Mauritanie, les boutiques ML proposaient des denrées de première nécessité à des prix abordables pour les populations nécessiteuses. Combien de fois les autorités ont été sollicitées pour l'ouverture de boutiques là où on n'en trouvait pas. En 2015, cependant, les premières critiques ont commencé à être formulées par les membres du gouvernement, parfois de façon véhémente. D'ailleurs, l'approvisionnement des boutiques s'est considérablement ralenti et n'a été effectif que sur 6 mois de toute l'année. Mais le recul du programme ne sera décidé que la semaine dernière avec la signature d'une nouvelle convention engageant le commissariat à l'aide alimentaire et la Société nationale import-export, Sonimex, à le prendre en charge. Les CSA s'occupant de l'intérieur, la Sonimex intervenant au niveau de Nouakchott. Selon nos informations, les quantités ont globalement diminué de plus de 50% alors que le nombre de boutiques est resté le même. Seulement 77 000 tonnes, toutes denrées confondues pour alimenter les 1130 boutiques de l'intérieur et environ 300 autres éparpillées sur le territoire de la capitale Nouakchott. La subvention globale est tombée à 6 milliards d'ouguiyas, dont 2 destinés aux salaires et loyers, 1,5 au transport et le reste à la subvention des produits. À Nouakchott, l'approvisionnement en riz pour l'année a été fixé à 10 000 tonnes, à 2 000 pour le sucre, à 6 000 pour l'huile et 3 000 pour les pâtes.
On est loin des 6 tonnes de riz et de sucre par mois et par boutique livrées en 2014. Axe principal de la politique sociale du gouvernement du président Mohamed Ould Abdelaziz, le programme ML connaît donc un recul qui peut lui être fatal, pour raison d'austérité non déclarée selon toute vraisemblance. Un atelier de sensibilisation pour la vulgarisation des procédures applicables au niveau des ports pour la lutte contre la pêche illicite dans les pays du comité sous-régional des pêches ont débuté ce matin à Nouakchott. El Abbas Cheikh El Hadrami nous en dit plus. Les travaux d'un atelier de sensibilisation pour la vulgarisation des procédures applicables au niveau des ports pour la lutte contre la pêche illicite dans les pays du comité sous-régional des pêches ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. L'organisation de l'atelier relève de la prise de conscience des risques graves que représente le phénomène de la pêche illicite pour les ressources halieutiques et pour l'environnement. Les participants à l'atelier, qui représentent les parties mauritaniennes concernées et les pays de la zone du comité sous-régional des pêches en Afrique de l'Ouest, discuteront les différents aspects du guide pratique de la mise en œuvre des procédures qui relèvent les compétences du pays du port, les procédures nationales et internationales pour la surveillance des bateaux commerciaux et les mécanismes mauritaniens relatifs aux procédures de surveillance et d'inspection des bateaux de pêche. Donc, comme vous le savez, la commission sous-régionale des pêches regroupe 7 États membres, que sont la Mauritanie, Cabo Verde, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Donc, la commission a pour objectif d'harmoniser les politiques en matière d'aménagement des pêches, mais également en matière de protection des ressources. Les participants passeront également en revue les guides pratiques appliqués dans ce domaine. La Mauritanie a mobilisé d'importants moyens pour la lutte contre ce phénomène et le renforcement des mécanismes de cette lutte à travers la stratégie nationale de la gestion responsable et du développement durable du secteur des pêches et de l'économie maritime 2015-2019 et a accordé une grande importance au renforcement de la surveillance maritime en équipant les gardes-côtes par des moyens suffisants pour qu'ils puissent contrôler toute la zone économique propre de la Mauritanie, en plus de l'actualisation de l'arsenal juridique pour qu'il soit conforme aux efforts internationaux. Cet atelier est organisé par la garde-côte mauritanienne. Il est financé par le PRAO, la Banque mondiale, en collaboration avec la Commission sous-régionale de pêche et la FAO. Cet atelier vise à vulgariser les mesures à entreprendre dans les ports pour lutter contre la pêche INN. L'atelier de 3 jours est organisé conjointement par les gardes-côtes mauritaniens et le comité sous-régional des pêches en collaboration avec le projet régional de la Banque mondiale pour la pêche en Afrique de l'Ouest. Le Forum national pour la démocratie et l'unité, le FNDU, a organisé hier soir un meeting populaire à Kifa, capitale de la wilaya de l'Assaba. Le président en exercice du FNDU, président du Parti mauritanien pour l'Union et le changement, M. Saleh Ould Hanana, a souligné l'importance de l'approvisionnement des populations en services de base et le renforcement du développement dans tous les domaines au niveau de cette wilaya. Le président du FNDU a critiqué la situation économique et sociale actuelle dans le pays. Les présidents des pôles politiques du FNDU ont également pris la parole. À l'heure où Internet devient accessible à tous, les enfants sont de plus en plus exposés en ligne à des dangers que les parents ne contrôlent pas toujours. Ils peuvent facilement devenir victimes d'usagers malveillants. Un reportage de Ramata Alioudem. Internet occupe de plus en plus de la place dans la culture d'aujourd'hui, surtout dans celle des enfants et des jeunes, pour qui les devoirs, les jeux en ligne et les réseaux sociaux comptent parmi les activités les plus populaires. Les dangers auxquels les enfants sont exposés sur Internet sont multiples, des prédateurs sexuels, le cyberharcèlement, des aspects concernant la protection des données, la sollicitation d'enfants en ligne à des fins sexuelles, la cybercriminalité et la pornographie enfantine. Aujourd'hui, la mauvaise connaissance par les parents des techniques de l'Internet, le manque de référents communs avec les jeunes Internet diminue les chances de dialogue au sein de la majorité des familles et en laissant libre cours aux excès d'un monde virtuel peu ou pas policier est propre à nourrir en retour un sentiment de défiance vis-à-vis d'un outil qui devient indispensable. Afin de lutter contre tous les dangers, la sensibilisation du public aux risques encourus par l'utilisation des nouvelles technologies devrait être
lettre portait sur la prise de conscience des jeunes des formes d'abus existants et sur l'importance et la valeur que peut avoir leur vie privée. Des assaillants lourdement armés ont attaqué hier au moins 2 hôtels à l'est d'Abidjan, au moins 16 morts, selon le président Alassane Ouattara qui s'est rendu sur les lieux. AQMI a revendiqué l'attaque, un récit de Fatimata Diaché. Au moins 16 morts, dont 14 civils et 2 militaires, ainsi que plusieurs blessés, c'est le bilan de l'attentat terroriste de la station balnéaire de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Des assaillants lourdement armés ont attaqué dimanche 13 mars à la mi-journée au moins 3 hôtels de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam, située à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. L'attaque a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI. Selon des témoins, les tueurs ont tiré sur les nageurs et les personnes prenant un bain de soleil avant de viser les hôtels remplis de clients à l'heure du déjeuner. L'attaque a provoqué des scènes de panique, plusieurs centaines de personnes tentant de quitter la zone quadrillée par d'importantes forces militaires. Le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, devait affirmer qu'il y avait des ressortissants français, allemands, burkinabés, maliens et camerounais au nombre de tués. Le président Alassane Ouattara s'est rendu en milieu de journée sur le lieu pour dénoncer une attaque terroriste. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est la cible d'une attaque visant une zone touristique, alors que le secteur se remet lentement de 10 ans de crise sociopolitique. Cette attaque fait écho à celle perpétrée dans d'autres villes africaines ces derniers mois, telles que l'attaque du 15 novembre qui avait visé un café-restaurant de Ouagadougou, faisant 30 morts, en majorité des étrangers, et celui du Mali contre un grand hôtel de Bamako qui avait fait 20 morts, dont 14 étrangers en plus des 2 assaillants, le 20 novembre 2015. Et l'attaque de ce dimanche rappelle aussi celle d'un hôtel de la station balnéaire tunisienne de Sousse qui avait fait 38 morts le 26 juin 2015. Mais l'attaque de Grand Bassam entre visiblement dans le cadre d'une stratégie déployée par AQMI et qui vise à étendre le territoire des guerres dans toute l'Afrique de l'Ouest. Derrière ces capitales africaines et leurs hôtels, ce sont les Occidentaux, les Français en particulier, qui sont visés. On rappelle que les opérations militaires françaises qui ont visé les groupes djihadistes installés au nord du Mali ont bénéficié de l'appui des bases arrières installées au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. C'est ici aussi qu'on retrouve le grand dispositif de renseignement balayant toute la région sahélio-saharienne. Aussi faut-il rappeler que cette descente vers le sud du théâtre des opérations rend de plus en plus probable la jonction entre AQMI et Boko Haram, ce qui doit inquiéter encore plus les gouvernements et les peuples de la région. Place à la page internationale de ce journal, en bref avec Abdoulaye Falilou. Le conseil présidentiel composé de membres de factions rivales libyennes a proclamé samedi l'entrée dans ses fonctions du gouvernement d'union nationale qu'appelle de ses voeux l'ONU, bien qu'un vote de confiance requis du Parlement n'ait pas eu lieu. Il a dit se baser sur le soutien d'une centaine de membres du Parlement reconnus par la communauté internationale. Faute de quorum, ce Parlement basé à Tobrouk Est n'a pu se tenir en février pour voter la confiance. La France pointe la responsabilité du président de la Chambre, Aguila Salah, dans ce blocage. L'appui d'une partie des responsables politiques libyens au gouvernement d'union nationale de Fayez al-Zarrah doit se traduire rapidement par de premières mesures pour établir ce gouvernement à Tripoli, a ajouté son homologue italien, Paolo Gentiloni. Les États-Unis, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont appelé dimanche le nouveau gouvernement libyen, encore basé à Tobrouk, à s'installer rapidement à Tripoli et à menacer les opposants à la réconciliation nationale de sanctions. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, condamne dans un communiqué l'attaque terroriste survenue dimanche à Grand Bassam, une cité balnéaire située à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, Côte d'Ivoire, causant la mort de 22 personnes, dont 14 civils, 2 membres des forces de l'ordre et 6 assaillants, selon un bilan provisoire. Ban Ki-moon réitère l'engagement des Nations Unies à se tenir aux côtés du peuple ivoirien en ces moments difficiles et à assurer le plein appui des Nations Unies au gouvernement de Côte d'Ivoire dans ses efforts de traduire les auteurs de ces crimes devant la justice, dit-on encore. Dimanche, 6 personnes armées ont pris d'assaut la plage de Grand Bassam située à 40 km au sud-est d'Abidjan, tuant 16 personnes, 14 civils et 2 militaires, avant d'être abattus à leur tour par les forces de sécurité ivoiriennes. L'attaque a été revendiquée peu de temps après par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Plusieurs dirigeants à travers le monde n'ont pas tardé à manifester leur sympathie à l'endroit de la Côte d'Ivoire, confrontée pour la première fois à une attaque terroriste de cette ampleur. Les autorités tunisiennes ont décidé de lutter contre le terrorisme en lançant un appel aux dons. Moins d'une semaine après l'attaque lancée contre Ben Gerdan
par des djihadistes, le Premier ministre Habib Essid a évité les membres du gouvernement et les hauts cadres de l'État à faire don d'un jour de travail au profit du Fonds national de lutte contre le terrorisme. Il a également exhorté les fonctionnaires, les agents de l'État et les citoyens à prendre part à cette initiative pour soutenir l'effort national dans la lutte contre le fléau du terrorisme, selon un communiqué du gouvernement. C'était auparavant rendu dans un bureau de poste du centre-ville de Tunis pour faire don d'un mois de salaire à ce fonds, une participation symbolique afin de soutenir les institutions sécuritaires et militaires, peut-on lire dans un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a également appelé tous les Tunisiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays à appuyer les efforts de l'État dans sa guerre contre le terrorisme. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Une baisse de plus de 50% des approvisionnements des boutiques ML. Les mécanismes relatifs aux procédures de surveillance et d'inspection des bateaux de pêche, c'est l'objet d'un atelier de sensibilisation aujourd'hui. AQMI revendique l'attaque de 2 hôtels à l'est d'Abidjan. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.